bien, écoutez, je reviens vers vous pour répondre à des questions qui ont été posées, des sujets que certaines personnes voulaient que j'aborde. Donc, je vais vous donner mon point de vue, ma manière de faire, ma manière de penser, ce que j'ai pu recevoir aussi comme information et mes expériences. Ce sera bien sûr ma vérité, qu'elle n'appartient qu'à moi. Libre à vous de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Ce qui est important, c'est ce que ça vibre en vous, si ça vous parle ou pas. Pourquoi ça ne sert à rien d'insister? C'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même et je pense que ce qui est important et ce qui parle le plus, ce qui est le plus juste pour soi, c'est quand on a expérimenté. Et donc je vais parler de mon expérimentation et de ce que j'ai reçu comme information par rapport au fait que insister n'est pas forcément bon. J'ai vécu une relation, je l'avais déjà évoqué en séance de régression, qui était un petit peu destructrice. Et cette relation, je voulais à tout prix la vivre. Donc j'avais plein de signaux, d'alarmes, de mal-être à l'intérieur de moi, d'angoisse, de sensations désagréables lorsque j'ai débuté cette relation. Et j'ai pas écouté en fait ces signaux et j'ai voulu vivre cette relation. Et cette relation, bah, elle a été fortement destructrice pour moi. Donc je dirais que j'ai payé les conséquences de mon insistance à vouloir absolument vivre cette relation. Oui, je l'ai vécue parce que, bien sûr, bah, j'ai insisté jusqu'à ce que je puisse la vivre, mais j'ai vu les conséquences derrière. Et du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre que insister, ça sert strictement à rien. Parce que si ça marche pas, comme je dis souvent, c'est soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne direction. Quand au fond de vous-même, vous voulez quelque chose et que pour vous c'est important de l'avoir, mais que vous n'arrivez pas à l'avoir, vous n'arrivez pas à un résultat, peut-être qu'il va être utile de patienter un moment. Peut-être que vous allez devoir vous dire, ok, je vais attendre, je vais repousser, et j'essayerai un petit peu plus tard, j'insisterai peut-être un peu plus tard. Et peut-être que plus tard, eh ben, vous n'aurez même pas insisté parce que ce sera le moment pour vous de vivre ce que vous avez à vivre, de faire ce que vous avez à faire. Ou peut-être que ça sera encore le moment de vous dire, est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? Est-ce que vraiment je dois passer par là? Est-ce que vraiment c'est indispensable pour moi? C'est important de pouvoir se poser ce genre de questions lorsque on n'arrive pas à faire quelque chose, quand bah voilà, on peut passer une commande sur le net et que ça passe pas, ou que on voudrait avoir une relation avec une personne et qu'on l'a pas, que on voudrait faire certaines tâches et qu'on n'arrive pas à les faire. Peut-être parce que c'est tout simplement pas le bon moment, ou que bah, on n'a pas à les faire pour l'instant, ou peut-être pas à les faire du tout. Même si notre ego nous dit ah, je veux le faire, je veux vivre ça, je veux arriver à ça parce que c'est important pour moi. Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment c'est vital? Est-ce qu'on ne peut pas remettre ça à un autre jour? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire, ok, là, cette direction-là, elle est fermée, bah, peut-être parce que c'est pour m'inciter à regarder dans une autre direction. Peut-être que je dois pas passer cette commande de ce truc parce que je dois m'intéresser à autre chose et que cette autre chose, il sera beaucoup plus utile et important pour moi. Dans une régression que j'avais faite, il avait été dit qu'en fait, le fait d'insister, c'est faire que les énergies s'entrechoquent et qu'elles partent un peu dans toutes les directions. Alors, vous pouvez imaginer deux énergies qui sont parallèles et puis elles doivent rester parallèles, doivent pas se toucher. En fait, le fait qu'elles viennent comme ça, l'une vers l'autre, ça éclate en fait cette énergie qui aurait dû rester individuelle et qui s'est associée à l'autre. Et du coup, en fait, ça crée des désordres et des déséquilibres. Et je me suis rendu compte, souvent, oui, quand on forcer, c'est pas naturel. Il faut revenir avec quelque chose de naturel. Ça marche pas, eh ben, on arrête.
on se demande si vraiment c'est ça qu'il nous faut maintenant. Est-ce que vraiment c'est indispensable? Est-ce que c'est vital? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? Et peut-être se dire, ok, maintenant ça marche pas, donc je vais assister peut-être une fois encore. Allez. Et je m'arrête à 2 parce que, ok, une fois ça marche pas, 2 fois ça marche pas. Ok, bon, je vais attendre demain ou je ferai ça un autre jour. Et peut-être que cet autre jour, vous allez, pareil, insister et ça va pas marcher. Et là, se dire, ok, est-ce que vraiment c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment, faut que je me dirige dans cette direction? Est-ce que c'est vraiment le moment? Voilà ce que je peux dire sur le fait de pas insister. C'est pas naturel d'insister. Donc peut-être se poser la question de savoir pourquoi ça marche pas. Ah, le doute. Vaste sujet que le doute, que je connais bien pour expérimenter quasiment en permanence. Euh, j'ai beaucoup douté dans ma vie, peut-être beaucoup trop, parce que le problème de douter, c'est que vous croyez pas, vous croyez en rien, et peut-être que ça a son utilité de croire en rien, mais ça permet pas forcément d'avancer, ça permet pas de s'investir dans quoi que ce soit. J'ai expérimenté le doute à l'excès. Je me suis rendu compte qu'en fait, comme dans tout, il faut un juste milieu. Douter, c'est bien, mais trop douter, c'est pas top non plus. C'est ce qui m'a d'ailleurs été dit, que le doute, il avait sa raison d'être, mais que comme dans tout, il fallait l'équilibre, et comme dans tout, il fallait de la justesse. Et que le but, c'était pas d'avoir tout le temps des doutes sur tout. Et je voulais vous partager une expérience que j'ai eue suite à une retraite que j'ai faite avec Conrad, pour ceux qui connaissent, en Ardèche, une retraite de 5 jours. Et pendant 4 jours, Conrad a parlé de ses enseignements. Et je voyais les gens autour de moi qui pleuraient. Ça parlait à beaucoup de gens. Et moi, j'avais tellement canalisé, tellement reçu d'informations au travers de mes séances de régression que ça confirmait en fait ce que j'avais reçu comme enseignement. Ça confirmait pas mal de choses. Et j'étais bien, j'étais super sereine, je crois que j'étais à peu près la seule qui avait pas pleuré dans l'hémicycle. On était, je sais pas, plus d'une trentaine. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, tout va bien, t'es super équilibrée. Est-ce que toi, tu vas te mettre à pleurer à un moment donné? Alors, bien sûr, c'est pas comment dire, c'est pas un but à atteindre, mais je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est cool, t'es super bien, quoi. Est-ce que vraiment t'avais une utilité à venir ici, en fait? Pourquoi t'es venu? Et comme, de toute façon, chaque fois qu'on va quelque part, chaque fois qu'on expérimente quelque chose, ça nous apprend toujours quelque chose. En tout cas, pour moi, toujours. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, on arrive au dernier jour. C'était un mercredi, je me rappelle. Et ce qui se passe avec Conrad, c'est que y a rien d'établi, en fait. Il va faire en fonction de l'énergie ambiante, de ce qui a été vécu, de ce qui a été dit. Et souvent, les gens peuvent poser des questions qu'ils posent à côté de son siège quand il n'est pas là. Comme ça, c'est complètement anonyme. Et il prend les bouts de papier quand il arrive, et puis il regarde. Il va répondre ou il ne va pas répondre en fonction des questionnements qu'il y avait. Et en fait, le dernier jour, je me suis dit, pose une question, après tout, pourquoi pas? Et j'en avais deux, mais il n'y en avait qu'une qui était, pour moi, qui me semblait plus importante. Et j'ai dit sur mon papier, parfois le doute m'assaille, et du coup, je ne sais plus quelle direction prendre. Que faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut patienter, attendre que le brouillard se dissipe? Que faut-il faire? Et donc Conrad, il arrive, il fait son speech et il prend ses papiers. Et il y avait 3 papiers et je vois bien le mien parce que je l'avais payé d'une certaine façon. Et il répond à une question d'une personne et puis la deuxième question, bah, c'était la mienne. Et donc il pose la question que j'avais posée. Et il dit, ah, le doute. En fait, le doute, c'est votre meilleur ennemi. Il vous permet de savoir où vous en êtes. Et en fait,
Douter, c'est avoir l'humilité de reconnaître que vous ne savez pas où vous en êtes et que vous pouvez être perdu, que vous pouvez ne plus savoir avancer. Et quand il me dit ça, je me sens envahie par une émotion. Mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me mets à pleurer. Parce qu'en fait, c'est comme si j'étais autorisée à douter. En fait, j'avais le droit de douter, parce que je m'en voulais de douter malgré tous les messages que je recevais, malgré les séances de régression que je faisais, qui avaient, waouh, parfois qui étaient extrêmement fortes. Je continuais de douter. Et c'était quelque chose qui parfois me polluait, le fait de douter. Et quand il a parlé, j'ai reçu, en même temps qu'il parlait, j'avais une voix qui me parlait dans ma tête et qui me disait, mais pardonne-toi, t'as le droit de douter. C'est sain de douter aussi. Et dans une discussion que j'ai eue ensuite, après avec lui, en face à face, pendant 5 minutes, je l'ai remercié de ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit que j'avais une voix qui m'avait parlé en même temps que lui répondait à ma question. Et ce que j'ai compris du doute, c'est que c'est pas issu de l'ombre comme j'ai pu le lire. En fait, l'ombre, c'est ce qui part dans les extrêmes bas plutôt. Le doute, il a cette qualité de permettre de faire preuve de discernement, de pas croire en tout. Et Dieu sait qu'il y a des choses aujourd'hui sur le net, sur Facebook, où il y a un peu de tout et on se demande mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai pour moi. Ça part dans tous les sens en fait. Et du coup, le fait de douter, dans une juste mesure, bien sûr, dans un juste milieu, ça permet de dire, ok, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que ça me semble juste pour moi? Donc, je pense que douter, ça a son utilité. Mais comme dans tout, il faut un juste milieu. La notion de bien, la notion de mal. En fait, le mal, le bien n'existe que sur Terre. On va estimer quelque chose de bien ou quelque chose de mal, mais qui on est pour dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est de toute façon un jugement. Ça reste égotique de dire que c'est bien ou que c'est mal. Et puis si c'est notre opinion, c'est mon opinion à moi de dire que quelque chose est mal. Ce sera pas l'opinion de la personne d'à côté. C'est là où chacun a sa vérité. Et puisque chacun a sa vérité et que nous sommes un certain nombre sur Terre, donc en fait, il y a combien? 7 milliards de vérités? Et où est le mal, où est le bien dans tout ça? En fait, de ce que j'ai pu recevoir comme information, et je pense que d'autres l'ont reçu aussi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des expérimentations. Ensuite, libre à nous de bien les vivre ou de mal les vivre. Euh, Quand on vit mal une situation, peut-être se poser la question de savoir pourquoi je la vis mal. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je la vis mal? Et si je la vis mal, est-ce que je peux pas m'intéresser à ce qui est en moi qui le vit mal pour me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu vis mal cette situation? Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement travailler à l'intérieur de toi? Chaque situation qui va se présenter à nous est une construction en fait de ce qu'il y a en nous. C'est une représentation de ce qui est en nous. Même si certains vont crier au scandale, on est responsable de ce qu'on vit. On est responsable de la manière dont on vit les choses. On peut, à situation égale, on peut aussi décider de se dire, ok, j'ai décidé de bien vivre ce moment, cette période. Prenons exemple sur le confinement. Moi, j'ai décidé de bien le vivre. Je me suis dit, ok, ça va me faire des vacances. Je vais prendre ça comme des vacances, comme un moment que je peux me consacrer à moi pour méditer, pour lire, pour réfléchir à tout ça, ou pour pas réfléchir, simplement prendre du temps pour moi. Et quoi qu'il arrive, j'ai décidé de bien les vivre et que tout ce que je vais pouvoir écouter à la télévision, en vidéo, ce que les gens vont pouvoir me dire, j'en fais ce que j'en veux.
j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de bien prendre les choses et de pas me laisser emporter par l'ambiance parfois un peu glauque de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on nous oblige à faire ou ne pas faire. Et vous voyez, aujourd'hui, il fait pas beau, il fait gris en Ardèche. C'est la première fois qu'il pleut depuis 5 semaines. Et donc, j'ai été gâtée parce que pendant 5 semaines, j'ai eu du soleil. Et là, je me suis dit, bah, c'est cool, la nature, elle va pouvoir enfin avoir un petit peu d'eau, ça va lui faire du bien. Et je suis ravie pour la nature. Et je me suis dit, comment tu vas pouvoir occuper ton temps? Ben, tu fais des vidéos, tu vas continuer à lire. Et notamment, en ce moment, je lis un livre. Alors, je vais vous le partager. Chacun y va de son partage de livres. C'est ça, c'est Conversation avec Dieu de Donald Walsh. C'est un livre que j'ai déjà depuis fort longtemps et que j'avais jamais lu. J'avais commencé à le lire il y a des années et j'avais arrêté. Ça me parlait pas parce que c'était pas le moment, tout simplement. Je l'avais gardé et du coup, moi, je l'ai pris avec moi et en fait, il est très inspirant pour moi. Il m'apporte énormément de choses. Et justement, dans cette notion du bien et du mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et qu'est-ce qu'on peut considérer, nous, comme bien ou mal, à un moment donné, il est évoqué de Hitler. Ben, Hitler, il a fait du mal. Et Dieu répond à Donald Walsh qu'en fait, non, Hitler, il a pas fait de mal. Et il a fait que ce qu'on lui a autorisé à faire. Et même si ça peut paraître de prime abord euh, pas juste, en fait, si on réfléchit bien, euh, ce qui arrive dans la vie, c'est que ce qu'on autorise, en fait. Qu'est-ce que j'accepte de vivre? Qu'est-ce que j'accepte de supporter? Et qu'est-ce que j'accepte pas? Nous sommes nos propres maîtres, nous sommes nos propres guides, à nous de décider si on a envie que certaines choses nous envahissent, si on a envie que certaines personnes décident à notre place. On dit toujours que l'union fait la force et qu'il serait peut-être temps d'arrêter d'être chacun dans son coin individuellement et peut-être faire preuve de solidarité et tous se réunir puisque Facebook supprime certaines choses qui conviennent pas, eh ben, trouver peut-être d'autres alternatives à Facebook pour faire passer ses idées si on pense que ces idées sont justes. Je vais me permettre, si vous êtes d'accord, de vous lire un passage. Alors, je vais pas le lire en vidéo, je vais l'enregistrer et pour le partager avec vous. Tu m'as posé une question sur Hitler. L'expérience Hitler a été rendue possible en conséquence de la conscience de groupe. Bien des gens disent que cet homme a manipulé un groupe, dans ce cas ses compatriotes, par la ruse et la maîtrise de sa rhétorique. Mais cela jette un blâme facile sur Hitler, exactement comme le veut la masse des gens. Mais Hitler ne pouvait rien faire sans la coopération, l'appui et la soumission volontaire de millions de gens. Le sous-groupe, appelé les Allemands, doit assumer un énorme fardeau de responsabilité pour l'Holocauste, tout comme, à un certain degré, le groupe plus grand des humains qui, même s'il n'a rien fait d'autre, s'est permis de rester indifférent et apathique devant la souffrance en Allemagne jusqu'à ce qu'elle atteigne une échelle si énorme que même les isolationnistes les plus impitoyables ne pouvaient plus l'ignorer. Tu vois, c'est une conscience collective qui a fourni un sol fertile à la croissance du mouvement nazi. Hitler a saisi l'occasion. Il ne l'a pas créée. Il est important ici de comprendre la leçon. Une conscience de groupe qui parle constamment de séparation et de supériorité crée une perte de compassion à une échelle massive, laquelle perte entraîne inévitablement une perte de conscience morale.
Un concept collectif enraciné dans le nationalisme strict ignore les épreuves des autres, mais rend ces derniers responsables des vôtres, justifiant ainsi les représailles, le redressement et la guerre. Auschwitz était la solution nazie, une tentative de redressement du problème juif. L'horreur de l'expérience Hitler n'est pas qu'il l'ait perpétrée sur la race humaine, mais que la race humaine lui ait permis de le faire. Ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement qu'un Hitler se soit manifesté, mais aussi que tant d'autres lui aient donné leur appui. La honte, ce n'est pas seulement que Hitler ait tué des millions de juifs, mais aussi que des millions de juifs aient dû mourir avant qu'on arrête cet homme. Le but de l'expérience Hitler était de montrer l'humanité à elle-même. Tout au long de l'histoire, vous avez eu des maîtres remarquables, et chacun vous présentait d'extraordinaires occasions de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ces maîtres vous ont montré le point le plus élevé et le point le plus bas du potentiel humain. Ils ont fourni des exemples vivants et stupéfiants de ce que peut vouloir dire être humain, jusqu'où il est possible de mener l'expérience et jusqu'où vous tous pouvez aller et irez en fonction de votre conscience. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la conscience est partout et crée votre expérience. La conscience de groupe est puissante. Elle donne des résultats d'une beauté et d'une laideur indicibles. Le choix vous appartient toujours. Si vous n'êtes pas satisfait de la conscience de votre groupe, essayez de la changer. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est par l'exemple. Si ton exemple ne suffit pas, forme ton propre groupe. Sois toi-même la source de la conscience que tu veux que les autres vivent. Ils la vivront quand tu la vivras. Tout, vraiment tout, commence par toi. Tu veux que le monde change? Change les choses dans ton propre monde. Hitler vous a donné une occasion en or de le faire. L'expérience Hitler, à l'instar de l'expérience christique, a des implications et des vérités profondes qu'elle vous a révélées à propos de vous. Mais ces consciences plus grandes ne vivent, dans le cas de Hitler ou de Bouddha, de Gengis Khan ou de Krishna, d'Attila le roi des Huns ou de Jésus-Christ, qu'aussi longtemps que vous en gardez le souvenir. Voilà pourquoi les Juifs élèvent des monuments à l'Holocauste en vous demandant de ne jamais l'oublier, car il y a un peu de ce Hitler en chacun de vous. Ce n'est qu'une question de degré. Effacer un peuple, c'est effacer un peuple. Que ce soit à Auschwitz ou à Wounded Knee. En somme, Hitler nous a été envoyé pour nous donner une leçon sur les horreurs que l'homme peut commettre, sur les seuils auxquels il peut s'abaisser. Hitler ne vous a pas été envoyé, il a été créé par vous. Il a surgi de votre conscience collective. Il n'aurait pu exister sans elle. Voilà la leçon. La conscience de la séparation, de la ségrégation, de la supériorité, celle du nous contre eux, du nous et eux, voilà ce qui a créé l'expérience Hitler. La conscience de la divine fraternité, de l'unité, du un, du nous, plutôt que du vôtre, mien.
Voilà ce qui crée l'expérience christique. Lorsque la douleur est nôtre et non seulement vôtre. Lorsque la joie est nôtre et non seulement mienne. Lorsque toute l'expérience de la vie est nôtre, c'est enfin vraiment cela, une expérience de vie intégrale. Voilà, alors peut-être que ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Chacun y trouvera sa propre vérité. En tout cas, moi j'y ai vu quelque chose d'impactant. C'est que, en fait, l'effet de masse est très important. Et c'est pas parce qu'il y a des milliers de gens qui pensent une chose que c'est une chose qui peut être juste pour soi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et qu'est-ce que j'ai envie de voir en face de moi. Qu'est-ce que je décide surtout. Qu'est-ce que je décide de vivre, qu'est-ce que je décide d'accepter ou de refuser. Euh, Parfois, certaines lois sont faites pour être contournées. Voilà, ça c'est la partie rebelle chez moi qui s'exprime. Alors les problématiques corporelles, ben en fait tout dépend. Tout dépend ce que vous avez fait de votre corps, si vous avez eu un accident, si vous avez été mal soigné. Et en fait si il n'y a rien eu de tout ça, ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être des choses qui aujourd'hui viennent vous heurter physiquement parce que vous avez vécu des choses, vous avez entendu des choses et ça réveille des mémoires. Ces mémoires karmiques, elles vibrent en fait à l'intérieur de vous et elles vous font mal. Donc elles peuvent vouloir vous dire voilà j'ai besoin de sortir, laisse-moi sortir. Et donc il faut les écouter. Je pense que ce soit les émotions ou les douleurs, il faut les écouter, il faut les accueillir. Alors c'est clair, c'est pas agréable d'avoir mal, surtout quand ça dure dans le temps. Mais si ça dure dans le temps, c'est qu'il y a une opposition dans le corps. C'est que le corps il est en train de dire c'est pas ok pour moi. Ça, c'est pas ok, j'accepte pas. Je veux pas de ça. Et je pense que c'est aussi important de pas refouler la douleur. C'est ok. Qu'est-ce qu'elle vient me dire cette douleur? Est-ce que vraiment, vraiment, je lui accorde du temps? Est-ce que vraiment, je lui accorde de l'importance? Est-ce que je vais me mettre à l'écoute de mon corps et me dire, ok, plutôt que de refuser la douleur, dire j'en ai marre d'avoir mal, je veux plus avoir mal, c'est ok, pourquoi t'as mal? Pourquoi là où tu es, tu as mal? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis parler à cette douleur. Bon, ça peut paraître euh, spécial pour certains de se dire qu'il faut parler à la douleur, mais pour moi c'est ça. Quand mon corps me fait mal, là où il me fait mal, je dis ok, pourquoi t'as mal? Et je vais vraiment prendre un moment d'introspection, je vais fermer mes yeux, je vais méditer un petit moment, et je vais me mettre à l'écoute de cette douleur. Je vais inviter cette douleur à s'exprimer, à prendre toute la place s'il faut, même si c'est pas agréable, et dire ok, euh, dis-moi, dis-moi ce qui va pas. Et souvent j'ai une réponse qui arrive. Peut-être qu'en fait cette douleur elle vient dire que on peut vivre aussi les choses autrement. On peut décider de les vivre autrement. Cette douleur, elle vient peut-être dire, bah écoute, tu t'es pas bien occupé de moi, tu t'es occupé de plein de choses, mais tu t'es pas soucié de moi et qu'il est peut-être temps maintenant de prendre soin de moi. La douleur corporelle, elle permet toujours de voir qu'il y a une dissonance entre le corps et l'esprit, qu'il n'y a pas d'équilibre. Moi, je sais que j'ai décidé en séance de régression de trouver une technique qui permet de relier le corps, l'âme et l'esprit pour permettre un équilibre de manière à ce que le corps fonctionne en parfaite harmonie dans une paix intérieure. Et je me suis rendu compte que les douleurs, elles viennent nous parler, elles nous parlent et peut-être qu'il serait temps de les écouter. Alors oui, je comprends. Quand on a mal, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus avoir mal. Mais si on a mal, c'est que le corps, il a besoin de nous dire quelque chose. Peut-être qu'on ne s'occupe pas suffisamment de lui, qu'on ne s'intéresse pas à lui, qu'on n'a pas pris le temps de s'intéresser à lui.
Euh, Peut-être aussi pour nous permettre de comprendre qu'en fait on a le pouvoir et qu'on peut décider de continuer à avoir mal ou pas, de s'occuper de nous ou pas. J'ai pas une réponse appropriée parce que j'ai eu plusieurs demandes sur les infections, sur les douleurs. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est d'écouter cette douleur, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, pourquoi elle est là. Si elle est là, c'est elle a du sens, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. On n'écoute peut-être pas en fait son corps dans ses limites, dans ce qu'il peut accepter ou ce qu'il peut pas accepter. Il y a toujours une raison pour moi. Il y a toujours un sens à tout. Ensuite, je pense que chacun a en soi la réponse. C'est vraiment, il sait s'écouter, il sait prendre du recul et se dire, ok, comment j'agis là dans ma vie, comment je me comporte, euh, est-ce que, est-ce que je me sens, est-ce que je suis équilibrée, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de moi, de mes besoins, est-ce que je me laisse pas envahir par des choses qui me polluent. Si je me laisse envahir par des choses qui me polluent, comment je peux faire pour plus me laisser envahir? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans la mesure de mes capacités pour pouvoir justement ne plus me laisser envahir? Voilà ce que je peux dire. J'aurai peut-être d'autres informations un peu plus tard à partager avec vous, mais aujourd'hui, je m'arrêterai à ça. J'ai une personne qui a fait une régression avec moi, qui écrivait. Qui faisait de l'écriture automatique ou intuitive, je ne sais plus, et qui n'était pas à l'aise avec ça. Et en cette interrogation, elle a compris en fait que c'était des messages qu'elle recevait de ses guides et qu'il fallait pas du tout qu'elle s'inquiète, que ça avait du sens. Du coup, ça lui a fait énormément de bien, ça l'a rassurée et elle a continué à écrire. Et elle m'a contactée il y a pas très longtemps en me disant que, ok, elle avait compris et ça lui faisait du bien de savoir qu'elle était accompagnée, qu'elle n'était pas seule, mais qu'en fait ces écritures ne l'aidaient plus. Et moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est est-ce que ces écritures, elles sont là pour l'aider elle ou pour aider peut-être d'autres personnes ou d'autres êtres sur un autre plan, puisque tout a un sens et que tout est juste. Si elle ressent ce besoin, et je pense qu'elle entendra ce message, si elle ressent ce besoin d'écrire et même si ça ne lui apporte rien personnellement, est-ce qu'aujourd'hui ça doit lui apporter quelque chose personnellement ou est-ce que ça doit apporter quelque chose à d'autres personnes au niveau vibratoire ou à d'autres êtres sur d'autres plans, dans d'autres dimensions? À elle de voir en fait. Je pense qu'à un moment donné, ok, c'est important pour moi, mais c'est peut-être aussi important pour ce qui m'environne. Et je sais pas, puisque on n'a pas la connaissance de tout ce qui nous environne. On peut imaginer plein de choses, on peut croire plein de choses, mais on sait pas en fait. On sait pas du tout. Dans une régression que j'ai faite, en- la personne, en tout cas l'énergie qui parlait à travers de la personne, disait que Dolores Cannon, qui a donc créé cette méthode de régression, euh, indiquait que Dolores Cannon ne connaissait pas le dixième de ce qui existait. Qu'en fait, les anges, les archanges, la source, tout ce qu'on peut évoquer aujourd'hui de lumineux, n'était que le dixième de ce qui existait. Donc, tout ce qui est dans l'éther est infini. On n'a pas la connaissance de cet infini. On ne sait pas. Chacun a sa vérité, a ses croyances, a ce qu'il ressent en lui, ce qu'il reçoit comme canalisation. Mais est-ce que mes canalisations sont universelles? Est-ce que c'est la réponse? Ou est-ce que c'est une réponse? Un champ des possibles? En quoi ce que je vais canaliser va être plus juste que ce que va canaliser le voisin?
Enfin, les voisins, peut-être pas ici, mais voilà. L'important ici, c'est que ce que je vis, de toute façon, a un sens, et ce que je fais a aussi un sens, ou ce que je ne fais pas a un sens. Donc, pour cette personne, je dirais, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est peut-être pas ce que ça t'apporte à toi, parce que ça t'a nourri, ça t'a fait du bien, ça t'a apporté quelque chose, et que si tu as besoin de continuer à écrire, alors continue à écrire, parce que ça doit apporter à autre chose que ce qui est du domaine du vivant et du rationnel. Et puis, concernant les messages des guides des uns, des autres, les canalisations quelles qu'elles soient, ce qui pour moi est important, c'est ce que ça vibre en vous, si ça vous fait du bien, si c'est juste. Parce que ce que j'ai aussi reçu comme information de là-haut, c'était que nous sommes ici sur Terre pour expérimenter, nous sommes des hommes, nous avons un mental, un ego, que certains ont des capacités, que tout le monde a ses capacités, mais que certains les développent et d'autres non. Et que ce n'est pas parce que on va s'appeler, alors je vais peut-être choquer, mais ça va s'appeler Jésus, Mahomet, Bouddha, ou d'autres personnes qui ont fait certaines choses. Ces personnes étaient humaines aussi. Elles avaient aussi un ego. Elles se sont parfois aussi trompées. Elles ont parfois dit des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'elles auraient dû dire, parce que elles avaient un corps, elles avaient un ego, elles avaient un mental, et qu'elles n'étaient pas 100% lumineuses à chaque fois. Donc même si on a besoin de références et que c'est important d'avoir des références, ce qui est le plus important, c'est sa propre référence et ce qui émerge en soi, ce qui vibre en soi. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de dire aux gens, mais écoutez-vous. C'est pas parce que telle ou telle personne a dit ça que c'est la vérité, ou que c'est plus juste que ce qu'a dit l'autre. C'est qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? C'est quelque chose que je vais répéter assez souvent, et même systématiquement, parce que c'est aussi le but de ces vidéos, c'est partager avec vous mes expériences, que moi je peux ressentir ou ce que j'ai entendu. Mais le plus important, c'est est-ce que ça vous parle? Et si ça vous parle pas, alors surtout, prenez pas ce que je dis. Et si ça vous parle, alors regardez en vous ce que ça peut faire émerger, ce que ça peut réveiller. Voyez en fait toutes les potentialités qu'il y a en vous. Regardez tout autour de vous et dites-vous, il y a ce que je vois et il y a ce qui est. Et qu'en fait, les potentialités sont infinies, vos possibilités sont infinies. Vous avez un pouvoir infini. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire, à m'évoquer vos problématiques, ou si vous avez besoin d'avoir un autre point de vue sur certains sujets, sur certaines choses qui vous préoccupent. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vais vous dire, et je vous le redirai encore, vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous. Donc, prenez soin de vous et écoutez-vous. À bientôt. Au revoir.